Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 12e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le Conseil européen consacré à l'armement et à l'aide à l'Ukraine, sur l'affaire Huawei et sur de nouvelles procédures à l'encontre des géants de la tech américaine. Dans le club des 27, la Hongrie interdit la Pride, la République tchèque souhaite sauver Radio Free Europe. L'Allemagne parvient à faire adopter son plan d'investissement massif. Et les États baltes et la Pologne sortent de la Convention d'Ottawa. Et chez nos chers voisins, le cessez-le-feu n'avance pas en Ukraine et la Turquie s'embrase avec l'arrestation du principal opposant du président Erdogan. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Conseil européen, un sommet pour réarmer l'Europe, soutenir l'Ukraine et la compétitivité. La semaine avait commencé par le tant attendu livre blanc sur la défense de la Commission, qui ne reprend rien de moins que les grandes lignes du plan Réarmer l'Europe, annoncé au lendemain de la confrontation à la Maison-Blanche de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky. En ce début de semaine, la crainte se faisait d'ailleurs plus pressante depuis que l'administration américaine avait suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, clouant au sol les F-16, pourtant très utiles dans la sécurisation du ciel ukrainien. La dépendance de certains pays peut devenir un frein, surtout si les États-Unis deviennent hostiles ou à tout le moins beaucoup moins coopérants. Certains pays qui ont investi massivement dans du matériel américain s'inquiètent désormais de se voir bloqués en cas d'agression. Pour autant, certains pays qui s'étaient engagés à acheter des F-35 ne remettent pas en cause, pour le moment, leur engagement, comme la Belgique ou les Pays-Bas. Le ministre de la Défense belge, Theo Franken, justifie d'ailleurs ce choix par un rapport qualité-prix imbattable. Mais sur le long terme, l'entretien d'avions de chasse européens, comme le Rafale ou le Gripen, coûte moins cher. Aussi, on peut supposer que l'achat de F-35 permettait à certains pays de compenser leur manque d'investissement dans leur défense, la Belgique étant connue pour être l'un des vilains petits canards n'atteignant pas les 2% du PIB en matière de défense. En tout, ce sont 22 des 27 États membres qui se sont équipés en F-35 ou son ancêtre le F-16. Le système de combat aérien du futur, autrement appelé SCAF, conçu par un consortium franco-germano-espagnol, ne devrait voir ses premiers avions livrés qu'à partir de 2040, un sacré délai pour équiper les défenses européennes. Pour tenter de pallier à ces manques, Ursula von der Leyen a présenté son livre blanc sur la défense. Aucune surprise, puisque cela se rapprochait de son plan Réarmer l'Europe, avec en ligne de mire 2030, un objectif ultra ambitieux. Pour rappel, elle avait proposé l'assouplissement du pacte de stabilité et de croissance en sortant les dépenses de défense des 3% de déficit autorisés avec un objectif de 650 milliards d'euros de dépenses en matière de défense nationale, un emprunt par la Commission qui doit permettre le financement de capacités communes à hauteur de 150 milliards d'euros, la création d'un marché unique de la défense qui puisse faciliter l'investissement et la production de matériel militaire, et dernier point et non des moindres, le matériel acheté doit être composé à 65% de pièces européennes. Chaque État membre aura jusqu'à fin avril pour demander une exemption au pacte de stabilité et de croissance et adopter le texte servant de base aux prêts de 150 milliards d'euros. La porte est aussi ouverte au Royaume-Uni, à la Norvège et sous condition pour la Turquie. Certains États membres continuent de pousser pour un grand emprunt commun, mais les Pays-Bas, par exemple, continuent de s'y refuser. Une des pistes abordées lors du sommet était aussi d'avancer sur une union des marchés de capitaux qui permettrait de mobiliser les 10 000 milliards d'euros d'épargne des Européens dans des secteurs stratégiques, aussi bien militaires que civils, pour relancer la compétitivité européenne. Avant le sommet, la haute représentante
Kaja Kallas, avait proposé aux États membres de voter un paquet de 40 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine, une façon de compenser le désengagement américain, mais elle a reçu un camouflet de la part des 27 qui ont simplement décidé d'une aide de 5 milliards d'euros pour 2 millions de munitions et simplement sur base volontaire. Une aide qui ne figure même pas dans les conclusions du sommet. Les conclusions sur le plan d'investissement militaire n'a pas souffert de contestation, si ce n'est que l'Espagne et l'Italie veulent simplement changer le nom du plan Réarmer l'Europe. Il devrait s'appeler Préparation 2030. Les conclusions sur l'Ukraine ont encore démontré l'isolement de la Hongrie, qui n'a pas signé le texte, disposant que l'Union européenne continue de pousser pour un plan de paix avec l'Ukraine à la table des négociations et s'engage à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Autre sujet abordé lors du sommet, j'ai déjà parlé de la compétitivité avec l'union des marchés de capitaux qui doit bénéficier à plusieurs industries, mais il y a aussi l'immigration où la Commission a abordé le sujet de partenariats globaux avec des États tiers pour le retour et de redéfinir les notions de pays tiers sûr et de pays d'origine sûr qui semblent indiquer un affaiblissement de la protection des demandeurs d'asile. Dernier point, les 27 ont unanimement condamné les pertes humaines à Gaza. Justice. L'affaire Huawei poursuit son cours. Nous apprenions la semaine dernière que la justice belge avait lancé une enquête à l'encontre de l'entreprise de télécommunications chinoise Huawei. Mardi 18 mars, 5 personnes ont été inculpées par la justice belge. 4 l'ont été pour corruption active et participation à une organisation criminelle et une pour blanchiment d'argent et libérée sous condition. De nouvelles perquisitions ont eu lieu lundi 17 mars au sein du Parlement européen et quelques bureaux ont été mis sous scellé. Jusqu'ici, ce sont une quinzaine de personnes qui sont impliquées, dont 10 élus ou anciens élus du Parlement européen, de 4 nationalités différentes et issus du SND, du PPE ou de CRE. Au cœur du dossier, Valerio Ottati, ancien assistant parlementaire, devenu directeur des affaires publiques à Bruxelles pour Huawei en 2019. Pour l'instant, le nom de l'eurodéputé de Forza Italia, Fulvio Martuscello, est sorti, mais ce n'est pas encore très clair s'il est réellement impliqué. Son assistante parlementaire, Lucia Simeone, aurait été inculpée pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et corruption, et un avocat portugais à qui il est lié a été arrêté en France dans le cadre de l'enquête sur Huawei. Fulvio Martuscello nie et le parquet belge reste encore peu loquace sur les personnes impliquées. Les journaux belges que sont Le Soir, Knack et la plateforme de journalisme d'investigation financière Follow the Money parlent de Marco Falcone, lui aussi membre de Forza Italia, et d'Adam Mouchtar, un des assistants parlementaires de l'eurodéputé bulgare du PPDB, Nicolas Minchev. Il faut dire que l'enquête sur le Qatargate semble s'être largement dégonflée après une communication très active du parquet bruxellois. Certaines pièces du dossier se sont révélées fragiles et le changement de procureur semble avoir bien ralenti le dossier en cours d'instruction. Numérique. Nouvelle procédure contre Apple et Google malgré les intimidations de l'administration américaine. Alors que la réélection de Donald Trump s'était accompagnée d'un discours hostile à l'égard des règles dans le domaine du numérique dans l'Union, la question se posait de savoir si la Commission continuerait de faire appliquer le DMA et le DSA ou si elle affaiblirait le dispositif pour attirer la clémence de son partenaire économique. Mercredi 19 mars, nous avons eu la réponse. La Commission européenne a annoncé mettre sous enquête Alphabet, la maison mère de Google, ainsi qu'Apple, tous les deux pour infraction au règlement sur les marchés numériques, le DMA. La Commission fait grief à Alphabet, et plus précisément à Google, de favoriser ses propres produits lors des recherches en ligne, en les référençant en premier, mais aussi en leur donnant une visibilité plus grande
avec de plus grands espaces et des couleurs plus attirantes. Et sur Google Play, la commission reproche à Alphabet de ne pas laisser d'espace aux développeurs d'applications tiers d'informer leurs clients de moyens alternatifs et moins onéreux d'acheter des applications ou des abonnements et de promouvoir ces offres. Côté Apple, c'est le manque d'interopérabilité avec des objets connectés de constructeurs tiers qui est reproché. Ici, la commission a simplement publié des recommandations conseillant à Apple de donner un meilleur accès aux développeurs d'objets connectés aux fonctionnalités qui permettent d'interagir avec l'iPhone. Les deux entreprises n'en sont pas encore au stade de la sanction, mais ils doivent désormais répondre à la commission et démontrer leur volonté de se conformer à la réglementation européenne. Mais au lieu de faire amende honorable, Apple s'offusque en disant que les consommateurs européens ne peuvent pas profiter de l'ensemble des produits d'Apple et qu'ouvrir l'accès aux développeurs tiers est en soi une concurrence déloyale car les autres ne sont pas soumis aux mêmes règles. Ce à quoi la Commission répond que les règles s'appliquent à tous et de la même manière dans l'Union. Les deux entreprises sont aussi sous enquête dans plusieurs autres dossiers et pourraient être obligées de payer des amendes dans les prochaines semaines. Dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, la Commission européenne semble déterminée à ne pas changer de cap. Passons désormais au Club des 27. Hongrie. Le gouvernement fait interdire la Pride. Samedi 15 mars, jour de la fête nationale, le leader du parti Tisza, Péter Magyar, tenait meeting dans les rues de Budapest, où il a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de supporters. Au même moment, Viktor Orban tenait lui aussi meeting. Devancé de 9 points dans les sondages par Péter Magyar, à un an des législatives, il a choisi de radicaliser encore un peu plus son discours. Certainement grisé par la victoire de Donald Trump, il a qualifié de punaises tous ses opposants et qu'il jure de les éliminer. Il vise ainsi les partis d'opposition, mais aussi les médias et la société civile qui osent le critiquer. Après une loi adoptée en 2021 interdisant la représentation de l'homosexualité et du changement de genre auprès des mineurs, une loi sous le coup d'une procédure d'infraction au niveau européen, la majorité Fidesz a proposé une loi destinée à interdire la Pride à travers une procédure accélérée, sans débat au sein du Parlement. Par le passé, Viktor Orban avait tenté de faire interdire la Pride en 2011 et 2012. Il avait échoué puisque c'était encore sous le régime de l'ancienne Constitution. Une réforme constitutionnelle est passée par là, lui donnant plus de marge de manœuvre. La nouvelle loi propose de faire appliquer la loi de 2021 sur les représentations LGBTQIA+, au rassemblement, en clair, la Pride. La proposition de loi justifie son application par la protection des mineurs. Ce n'est pas comme si Katalin Novák, présidente de 2022 à 2024 et proche de Viktor Orban, avait gracié un ancien directeur adjoint d'un foyer pour enfants condamné pour des actes pédocriminels. Elle a été poussée à la démission lorsque l'affaire a été révélée par le journal indépendant 444.hu en février 2024. La nouvelle loi donc est présentée le lundi 17 mars, puis votée le mardi 18 à 136 voix pour et 27 contre. Outre l'interdiction du défilé, la loi dispose d'une amende de 500 € à ceux qui contreviendraient à la loi et l'identification se fera à l'aide de la reconnaissance faciale. Une disposition qui pourrait mener à justifier l'interdiction de tout rassemblement de l'opposition. Des députés du parti libéral Momentum ont craqué des fumigènes aux couleurs de la Hongrie et ont entonné l'hymne russe en plein hémicycle pour montrer leur opposition au texte et aussi à l'alignement sur la Russie de Poutine. Avec ce texte, Viktor Orban tente de remobiliser sa base conservatrice et de lancer la course aux législatives de l'an prochain. La Commission européenne se dit préoccupée par l'adoption de ce texte et étudie la possibilité de lancer une procédure d'infraction pour entrave à la liberté de se rassembler, mais aussi concernant la protection des données avec l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Comme chaque année, il faut s'attendre à des attaques à l'encontre de l'opposition, souvent visées par des enquêtes fiscales en période de campagne et des saisies de matériel. Il se dit aussi en coulisses que des réformes constitutionnelles seraient en préparation. Vu le degré de mise au pas de la justice et du Parlement, on peut s'inquiéter du fait que Viktor Orban projette de se lancer dans une dernière étape menant à une dictature totale avec, comme en Turquie et en Russie, une démocratie de façade. République tchèque. Le gouvernement appelle à soutenir Radio Free Europe. Fondée en 1950, Radio Free Europe, Radio Liberty émettait depuis Munich à l'est du rideau de fer pour permettre aux dissidents soviétiques d'avoir accès à des informations différentes de la propagande soviétique. Une radio qui a permis à des mouvements dissidents de se sentir soutenus et d'avoir des informations qu'ils n'auraient pas eues autrement. Donald Trump, dans son entreprise de démolition de l'État fédéral américain, a signé un décret mettant en congé l'intégralité des employés de Radio Free Europe, mais aussi de Voice of America, la radio créée pendant la Seconde Guerre mondiale pour informer les Européens grâce aux fréquences à ondes courtes de la BBC. Deux radios qui ont permis la pluralité de l'information dans des espaces sous cloche totalitaires. Placée sous la tutelle de la US Agency for Global Media, Radio Free Europe émet dans une vingtaine de pays, dans 27 langues différentes. C'est cette agence qui est démantelée par l'administration Trump, qui qualifiait le contenu des deux radios comme de la propagande radicale. Congé forcé, financement gelé, c'est la mort annoncée des deux radios. Reporters sans frontières déclare que c'est une trahison historique des engagements des États-Unis en faveur de la liberté de la presse. Radio Free Europe, dont le siège est à Prague depuis 1995, pourrait bien être sauvé. Le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavský, a indiqué vouloir faire part, au nom du gouvernement tchèque, de la proposition de faire financer la radio par l'Union européenne. Le Parlement européen souhaite aussi s'emparer de la question. Le financement de la radio ne serait pas non plus énorme, puisque Radio Free Europe ne disposait que de 140 millions de dollars de financement de la part de l'État fédéral américain. La structure existe déjà et cela permettrait à l'Union européenne d'accentuer son soft power. Dans certains pays, Radio Free Europe est la seule source d'information indépendante face à des médias publics totalement dévoués à leur gouvernement. Allemagne, le plan d'investissement massif adopté. Je vous en parlais la semaine dernière, les derniers freins au plan d'investissement massif, appelé outre-Rhin le bazooka, étaient levés avec la fin des négociations avec les Verts et la Cour constitutionnelle qui rejetait le recours en référé de l'AfD et de Die Linke concernant les modalités d'adoption du texte sous l'ancienne mandature. Mardi 18 mars se présentait la première étape avec le vote au Bundestag. Le texte a été adopté à 513 votes pour et 207 contre, aucun député ne s'étant abstenu. Le futur chancelier Friedrich Merz s'est félicité du vote en le qualifiant de premier pas vers une communauté européenne de défense. Les libéraux du FDP rejoignent l'extrême droite sur le fait que Merz a complètement rompu avec sa promesse de campagne de conserver une certaine discipline budgétaire. Une critique qu'il évacue en disant que le contexte exigeait une telle réforme. Il ne restait plus qu'au Bundesrat, le vendredi 21 mars, de voter en faveur du texte. Une chambre assez largement composée de chrétiens démocrates, de sociodémocrates et de verts, ce qui était de fait une simple formalité. Le frein de la dette est donc réformé pour les questions de défense et désormais, même les Länder pourront s'endetter. Il faut dire que l'an dernier, les Allemands ont vécu plusieurs inondations, posant la question de l'adaptation des infrastructures au changement climatique. Les régions les plus pauvres craignaient d'être en première ligne si on ne leur permettait pas de s'endetter pour adapter leurs infrastructures. Une aide de 3 milliards d'euros destinée à l'Ukraine est aussi débloquée et devrait permettre l'envoi rapide d'artillerie et de grenades. Les Verts ont aussi obtenu que l'aide à l'Ukraine soit sortie du budget de l'État.
Même si le plan suscite beaucoup d'enthousiasme, certains économistes s'inquiètent d'un tel paquet d'argent et surtout de la façon dont il sera utilisé. D'après leurs prévisions, les instruments de flexibilité financière pourraient bien faire en sorte que les dépenses s'élèvent à 1700 milliards d'euros en 12 ans, en comptant l'endettement des régions. En comparaison, l'endettement total actuel de l'Allemagne s'élève à 2500 milliards d'euros. Il pointe du doigt que le plan de relance européen avait connu des difficultés à descendre vers les lenders, la faute à une bureaucratie allemande assez lourde, mais aussi au fait que les lenders ne disposent pas des compétences pour mettre en œuvre les dépenses. Dernier point, les économistes s'inquiètent de mesures clientélistes qui pourraient être financées par la dette. Toujours est-il que le vote de ce plan d'investissement est la première victoire de Merz avant même de devenir chancelier. Désormais, il lui revient de former un gouvernement avant le 21 avril. Il aura la lourde tâche de satisfaire les demandes des sociaux-démocrates qui ne souhaitent pas sacrifier les dépenses sociales au profit de l'effort de modernisation de l'armée allemande. Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, une déclaration commune pour sortir de la Convention d'Ottawa. La Convention d'Ottawa, convention signée en 1997, interdit l'utilisation de mines antipersonnelles. Mais face à la menace russe sur la façade est de l'Union européenne, les 4 pays ont fait une déclaration commune pour sortir de la Convention mardi 18 mars. Depuis quelques mois, les États baltes et la Pologne préparent une première ligne de défense qui doit servir de bouclier en cas d'invasion terrestre de la part de la Russie ou de la Biélorussie. Face à l'augmentation des attaques hybrides, les 4 chefs de gouvernement ont décidé de sortir de la Convention et de continuer à se préparer face à une telle éventualité. Les mines antipersonnelles permettraient d'étoffer le dispositif à la frontière. La Lituanie est le pays qui va le plus loin en sortant aussi de la Convention de Dublin interdisant l'usage de bombes à sous-munitions. Les autres États de l'Union ne s'opposent pas à une sortie de la Convention d'Ottawa. Malgré tout, cela pose des questions éthiques. Depuis 2021, la Biélorussie et la Russie déstabilisent les 4 pays en envoyant des migrants à la frontière. Même si le dispositif est censé lutter contre une invasion militaire, ce sont des migrants qui pourraient les déclencher et les mutiler. Aussi, des ONG comme Amnesty International préviennent que les mines restent souvent sur les terrains très longtemps après les conflits et menacent les civils. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, toujours pas de cessez-le-feu durable en vue. Le jeu de dupes continue. Lundi 17 mars, Donald Trump annonce qu'il va s'entretenir avec Vladimir Poutine le lendemain. L'objectif de l'appel est de parler de la situation en Ukraine, mais aussi et surtout de raviver les échanges entre États-Unis et Russie. Comme je le racontais la semaine dernière, Vladimir Poutine ne dit pas non, mais il met des conditions énormes pour accepter un cessez-le-feu. Par exemple, il souhaite que le cessez-le-feu ne s'applique qu'aux infrastructures énergétiques. Évidemment, les dépôts de pétrole russes sont visés par l'Ukraine et un cessez-le-feu terrestre casserait la dynamique de conquête sur le terrain. Aussi, il revendique l'ensemble des terres conquises, mais aussi les oblasts entiers auxquels ils appartiennent. Revendiquer des terrains non conquis est quand même assez cavalier. Mais le point le plus audacieux est l'arrêt total de l'aide étrangère à l'Ukraine et la fin de la mobilisation ukrainienne. Sur chacun de ces points, il semble revendiquer le statut de victime dans l'histoire. Et enfin, cerise sur le gâteau, il appelle à la fin des sanctions et donc à la reprise des affaires entre États-Unis et Russie. Kirill Dmitriev, directeur du fonds souverain russe, doit rencontrer Elon Musk pour le convaincre d'investir en Russie. Pour acter ce rapprochement, les 2 présidents se pencheraient sur l'organisation d'un match de hockey entre États-Unis et Russie. Le communiqué des 2 administrations ne mentionne aucunement les Ukrainiens et encore moins les Européens. Mercredi 19 mars, Volodymyr Zelensky approuve un cessez-le-feu avec Donald Trump sur les infrastructures énergétiques. Donald Trump lui annonce qu'il veut prendre le contrôle de toutes les centrales ukrainiennes. Sa stratégie
est comme celle qu'il a choisie pour les minerais. S'il y a une présence civile américaine, les Russes n'attaqueront pas. Volodymyr Zelensky a répété ne pas faire confiance, de toute façon, à Vladimir Poutine. Jeudi 20 mars, aucun signe de bonne volonté de la Russie, qui continue de pilonner l'Ukraine avec 171 drones. Ces discussions ne font qu'un seul vainqueur, et c'est Vladimir Poutine. Il poursuit sa guerre, et l'administration Trump ne montre pas du tout les muscles, ne brandissant jamais la menace de sanctions. Au contraire, c'est la normalisation des relations entre les deux pays qui se profile. Une position qui vulnérabilise encore un peu plus la position de l'Ukraine. Turquie. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu mobilise la Turquie contre l'autoritarisme. Dimanche 16 mars, l'Université d'Istanbul annule le diplôme d'Ekrem İmamoğlu au motif que l'équivalence de son diplôme à l'Université de Chypre Nord était invalide. Pour pouvoir se présenter à la présidentielle en Turquie, il faut absolument justifier d'un bac plus 4. Par cette annulation, c'est le principal rival du président Erdogan qui est mis hors course. Ekrem İmamoğlu devait être investi candidat pour la présidentielle de 2028 par le Parti républicain du peuple, le CHP, dimanche 23 mars. Lui qui a gagné la mairie d'Istanbul, fief d'Erdogan, en 2019 et en 2024, a vu son destin basculer cette semaine. Mercredi matin, une centaine de policiers se présentent à son domicile, à l'aube, pour l'arrêter. Il est poursuivi pour corruption et soutien à une organisation terroriste, le Parti des travailleurs kurdes, le PKK. En tout, ce sont 93 personnes qui sont inculpées pour les mêmes chefs d'accusation. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu a déclenché des mobilisations devant la mairie d'Istanbul dès mercredi soir, et ce, malgré la fermeture des routes et des ponts menant à la mairie. La police a aussi bloqué l'accès à la place Taksim et au parc Gezi, lieu des manifestations de 2013. En tentant de diviser l'opposition, Recep Tayyip Erdogan l'a potentiellement encore plus unifiée. Le parti pro-kurde DEM a apporté son soutien au maire d'Istanbul. Erdogan pensait que les négociations avec les Kurdes pour un accord de paix les pousseraient à le soutenir. DEM reste fidèle au CHP. Que ce soit Özgür Özel ou les leaders de DEM, le discours est le même. C'est un coup d'État. L'accès aux réseaux sociaux est restreint et Elon Musk a fait bannir plusieurs comptes de leaders de l'opposition turque sur X. Le ministre de l'Intérieur a annoncé 37 arrestations pour des messages provocateurs sur les réseaux sociaux. Face à une telle crise politique, la livre turque s'effondre. La bourse turque a dû fermer précipitamment mercredi soir pour éviter que la devise turque ne s'effondre totalement. La banque centrale turque tente de rassurer en disant qu'elle a suffisamment de réserves. Mais face à une situation économique déjà très compliquée, avec une inflation qui ne décroît pas depuis le début de la guerre en Ukraine et des logements qui deviennent de plus en plus chers, la colère des Turcs risque de ne pas refluer de sitôt. Les manifestations se sont poursuivies jusqu'à la fin de la semaine, malgré la répression de la police turque, qui a fait usage de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de canons à eau pour disperser la foule. Mais après Istanbul, de nombreuses villes ont suivi, quasiment tout le pays s'est mis à défiler. Vendredi soir, ce sont en tout 343 personnes qui ont été arrêtées depuis mercredi dans le cadre des manifestations. Ekrem İmamoğlu a vécu un marathon judiciaire samedi 22 mars, puisqu'il a dû répondre aux questions de la police, du procureur, et devait se rendre au tribunal dans la soirée. La Turquie vit certainement sa plus grande contestation sous l'ère Erdogan. Les prochaines semaines pourraient bien démontrer le glissement vers une plus grande dictature encore, ou peut-être enfin un mouvement qui signifiera la fin de l'ère Erdogan. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 12e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like.
Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.